Bonjour et bienvenue sur Souffle d'autrefois pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui avec Jean-Pierre von His qui va nous présenter son livre Cornemuse, un infini sonore. Alors, cher Jean-Pierre, je vais te laisser tout d'abord te présenter et nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à la publication de cet ouvrage. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc vous avez en image maintenant un cornemuseur qui pratique cette famille d'instruments depuis 60 ans cette année et qui mène une carrière internationale avec cette famille d'instruments depuis 35 ans. Alors, j'ai participé à beaucoup de projets bien différents en musique traditionnelle, ça ce sont mes premières sources. Et puis, je me suis intéressé à la musique ancienne qui tient évidemment un répertoire assez conséquent pour notre instrument, puisque la cornemuse, ça a été quand même pendant à peu près 600 ans l'instrument le plus groovy de l'histoire de la musique en Europe. Alors voilà, c'est un instrument qui m'a fasciné, qui continue toujours à me fasciner. Et j'ai glané beaucoup de choses en cours de route, je me suis beaucoup informé, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. J'ai fait un doctorat dans les arts sur les techniques de jeu des cornemuses. Donc voilà, j'ai fait tout un parcours qui m'a mené à jouer avec des petits ensembles de musique de chambre, mais aussi avec des grands orchestres symphoniques, comme la semaine dernière, par exemple, avec le Berliner Philharmoniker, où j'ai joué une suite d'orchestres de Jean-Philippe Rameau. Donc c'est une carrière très, très diversifiée, où j'ai pu me servir de tout ce que cette famille offrait comme registre et comme répertoire. Alors, quand on ouvre ton livre, la première chose qui va sauter aux yeux, ça va être une grande richesse iconographique. Tu as fait un travail pour recenser toutes les cornemuses à travers le monde. Et donc, c'est un des seuls ouvrages, à ma connaissance, où on peut avoir tous les types de cornemuses représentés en images. Comment est-ce que tu t'y es pris pour recenser toutes ces cornemuses? Ah ben voilà, c'est le fruit de beaucoup de rencontres et aussi de recherches également. Donc j'ai glané beaucoup de choses j'ai fait un peu l'éponge pendant des dizaines d'années avant de me lancer dans cette aventure. Et donc la rédaction du livre a duré 7 ans avec des voyages qui m'ont mené un petit peu partout en Europe. Et bon, les documents viennent d'un petit peu partout. Il y a des photographies que j'ai fait moi-même sur le terrain, ou alors il y a des sources qu'on peut trouver dans les ouvrages que j'ai consultés par des chercheurs qui travaillent dans des traditions locales. Alors, le but de mon ouvrage, en fait, c'était de réaliser un ouvrage de synthèse sur les cornemuses qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur cette famille, sur son histoire, sur son répertoire, de manière à, je dirais, changer le regard qu'on a très souvent sur cet instrument. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de facettes qui en sont occultées. Par exemple, ben, tout le monde connaît la phrase sans la musique, la vie serait une erreur de Friedrich Nietzsche, mais en réalité, ce qui se dit avant cet aphorisme, en fait, on en a pris un petit extrait, en fait, que le bonheur est une chose facile, le son d'une cornemuse. Sans la musique, la vie serait une erreur. C'est ça l'aphorisme de Nietzsche. En fait, il y a toujours quelque chose qui est masqué dans l'histoire de la cornemuse, volontairement ou non, parce que souvent on répète beaucoup de choses. Donc, par exemple, ben, on lira dans beaucoup d'ouvrages de musicologie le terme instrument d'origine populaire. Alors, je voudrais connaître les sources, parce que quand on fouille les sources historiques sur la cornemuse, eh bien, on trouve d'autres choses. Par exemple, le plus ancien joueur de cornemuse connu est un empereur romain. Alors, on est très fort en décalage quand on trouve les documents historiques et par rapport à ce qui se colporte sur l'instrument. Donc, j'ai essayé de rétablir quand même un petit peu comment dirais-je, d'écraser quelques contre-vérités, parce qu'il y en a beaucoup, et de donner un regard vraiment aussi vaste que possible sur cet instrument, et notamment sur son organologie, puisque c'est pour ça qu'il y a toutes ces photos qui sont mises sur un fond coloré bien particulier et qui correspond en fait à ce tableau que j'ai réalisé et qui met toutes les cornemuses en réalité en une page. Alors, différentes colonnes qui montrent les cornemuses qui fonctionnent avec des anges simples, celles qui fonctionnent avec des anges doubles et celles qui fonctionnent de manière hybride avec les anges simples et les anges doubles. Et horizontalement, on va retrouver la disposition des tuyaux
selon qu'on ait des cornemuses qui ont un seul tuyau mélodique, donc que j'appelle monomélodique. Et puis, il y a d'autres cornemuses avec deux tuyaux mélodiques, donc que j'appellerais bimélodiques, etc., etc. Donc, c'est un travail de synthèse au niveau de l'organologie et au niveau historique, et puis sur des aspects tels que la sociologie, le répertoire, etc. Voilà. Alors, le tableau que tu montres là, je le consulte moi-même très régulièrement. Mais est-ce que tu n'as pas été face à des difficultés de vouloir faire rentrer des cornemuses dans un tableau? Oui, c'était une difficulté. De là, effectivement, d'avoir un tableau qui croise en réalité les différents paramètres. Alors, la première chose que j'ai dû faire, c'était oublier des termes en usage comme double chalumeau, des choses comme ça, en réalité qui ne correspondent à rien dans l'organologie. En fait, quand on dit double chalumeau, on parle de deux tuyaux mélodiques qui sont éventuellement rassemblés dans une pièce de bois commune, mais il y a deux perces, il y a deux anges, donc il y a deux tuyaux, et il n'y a pas un tuyau avec deux anges ou deux tuyaux avec une seule ange. Il s'agit effectivement de deux tuyaux. Donc dans ce cas-là, on parlera d'une cornemuse qui est bimélodique. Donc j'ai dû inventer une terminologie qui n'existait pas, histoire d'avoir, comment dirais-je, de pouvoir exprimer avec un minimum de moyens ce qu'on entend quand une cornemuse est jouée. Combien de voix on entend? Bon, ça, c'est une terminologie qui existait déjà, mais quand on parle de tuyaux mélodiques, eh bien, c'est pour faire court, parce que les termes chalumeau et hautbois, par exemple, se rapportent à des instruments qui existent déjà, indépendamment de la cornemuse et qui ont quand même un autre usage. Ils sont déjà bien définis, donc ça apporte de la confusion dans la description d'un instrument. Par contre, le terme tuyau mélodique est extrêmement prosaïque, mais il dit exactement ce qu'il veut dire, ni plus ni moins. Et donc ça, c'était la base de mes explications. Et à partir de ça, de ce raisonnement-là, je suis arrivé quand même à trouver un modèle de classification qui me paraît pouvoir convenir. Très bien. Et quand après, pour chaque cornemuse, tu donnes un petit peu des descriptions en matière historique ou non, et donc on va rentrer assez doucement, on va rentrer vers la question du régionalisme un petit peu dans les cornemuses, et que chaque pays, on va appeler de son nom d'autrefois, chaque petit canton peut être un pays, mais donc chaque pays avait un peu sa cornemuse. Comment est-ce que tu as réalisé tes recherches, par exemple, on va dire, pour les cornemuses et au bois de Poitou? Par exemple, où est-ce que tu as été chercher tes sources pour chaque cornemuse? Alors, par exemple, dans cet exemple concret que tu donnes, en fait, le terme existe depuis assez longtemps. On le retrouve dans ce fameux traité de l'harmonie universelle de Marin Mersenne du début du XVIIe siècle, et qui parle en fait effectivement d'un type de cornemuse qu'on retrouve relativement inchangé encore au XXe siècle, notamment dans le Limousin. C'est pas tout à fait le Poitou, mais ce type d'instrument s'y retrouve déjà. Et puis, on voit que cet instrument est joué en combinaison avec un modèle de hautbois. Euh, euh, on lance en fait directement dans la bouche du musicien et actuellement, on a adopté cette terminologie de le hautbois de Poitou. Eh bien, c'est un hautbois à capsule, comme le cromande par exemple. Alors, donc, il y a des sources historiques, notamment aussi cet intéressant commentaire d'un gentilhomme au XVIIe siècle qui se promène dans le Poitou et le Limousin et qui dit c'est quand même fantastique. Dans chaque village, il y a des gens qui jouent merveilleusement bien des hautbois et des musettes et qui jouent des harmonies aussi belles que celles des musiciens de la ville, alors que ce sont des illettrés. Donc, voilà un document qui est intéressant parce qu'on en parle dans un traité historique qui n'a pas été écrit par n'importe qui. Traité historique qui fait allusion à un ensemble qui existe à la cour des rois de France déjà sous François Ier, les hautbois et musettes de Poitou, qui va exister jusqu'à la Révolution française. Et puis on retrouve encore dans une tradition vivante quelques vestiges de ce qui est décrit là-bas, notamment avec la chabrette ou encore dans les musées, la grande cornemuse à miroir. Voilà. Donc là, on a quand même encore dans l'époque contemporaine, on a encore pas mal d'éléments qui restent en fait des traditions du futur. Donc on retrouve pas mal de strates, pardon,
et de traces, bien sûr, des cornemuses du passé. Si on prend un archétype de cornemuse très commun dans la péninsule ibérique, comme la gaïta de Galice ou d'Asturie, qui retrouve au Portugal, etc., eh bien, on retrouve cet archétype déjà à partir du XIIIe et du XIVe siècle dans nos régions, plus au nord en Belgique, en France, dans les Pays-Bas. Donc les témoins du passé existent encore, ils sont encore pratiqués souvent dans des traditions vivantes. Hmm. Et donc, au-delà après de toute cette œuvre, on peut dire, iconographique et historique sur la cornemuse, euh, Infini Sonore, en fait, c'est aussi, en quelque sorte, une méthode. À l'intérieur, il y a quand même une grosse partie de l'ouvrage qui est à appréhender un petit peu comme une méthode. Comment est-ce que tu t'es servi de ton expérience pour cette méthode en tant que professeur? Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'ai dû, en commençant ce traité, me poser la question pourquoi est-ce qu'on a inventé un instrument pareil? Donc, il est quand même assez particulier. En tout cas, actuellement, il est vraiment perçu comme étant une chose assez extraordinaire, exotique dans certains cas. Et ça, bon, ça veut dire que cet instrument a été construit autour d'un concept qui est très, très ancien et qu'on retrouve sur d'autres instruments et même dans la musique vocale, qui est le principe du son continu. Alors, cet instrument a été conçu autour de l'idée qu'un son prolongé vers une espèce d'infini sonore a un signifiant qui est à la fois magique, qui est à la fois religieux, qui est à la fois thérapeutique dans les traditions les plus anciennes. Et puis, c'est parti de ces sources-là. L'instrument a évolué un petit peu dans toutes sortes de directions qui aussi entre le méditatif et le côté très, comment dirais-je, très thérapeutique de la danse, comme par exemple la tarentelle, des danses très, très endiablées, etc. Donc il y a toujours ce côté de l'infini sonore qui est omniprésent et qui a généré des techniques de jeu très particulières. Parce que c'est un instrument qui, dans la plupart des cas, ne détache pas les notes comme le fera un instrument dont on a l'anche en bouche. Il y a une soufflerie qui sert d'ailleurs à assurer un souffle continu. Et ce souffle continu génère des techniques de jeu particulières. Par exemple, pour détacher les notes, eh bien, on n'arrête pas le son de l'instrument, on va utiliser des notes intercalaires qui sont hautes ou qui sont des notes donc, qui sont utilisées entre les notes mélodiques et ces notes sont plus hautes ou plus basses. Et puis, à partir de ce côté qui constitue un petit peu l'équivalent de l'archet du violon, mais sur la cornemuse, on va utiliser des ornements qui peuvent avoir différents types de significations, différents usages. Il y a aussi toutes les techniques de vibrato qui peuvent être en considération, qui sont un peu l'équivalent de la musique vocale sur la cornemuse. D'ailleurs, le duo cornemuse et voix est assez fort utilisé dans pas mal de traditions. On pensera par exemple à la tradition des rodopes en Bulgarie. Et ce qui m'a frappé, par exemple, en écoutant les chanteuses bulgares, ben, c'est de dire, ben, en fait, tout ce qu'elles font à la voix, on l'entend à la cornemuse et vice-versa. Donc, ça m'a permis de faire des parallèles entre la cornemuse, ce qu'elle peut avoir comme incidence sur les autres instruments ou la voix, et ce qu'elle peut utiliser en retour. Par exemple, un instrument comme la cornemuse des Highlands, qui est la plus connue, utilise des techniques de jeu qui sont des substrats de la technique du pibor et qui vont servir à jouer de la musique de violon adaptée à la cornemuse. Et donc la notion des coups d'archet est parfaitement représentée sur ces traditions d'instruments dans les îles britanniques. Hmm. Et c'est vrai que là, tu parles du pibroch. C'est vrai que quand on parle à tout le monde, la cornemuse, c'est la cornemuse écossaise pour quasiment tout le commun des mortels. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur bah, le lieu d'invention de la cornemuse. Pour tout le monde, c'est cornemuse égale Écosse. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a encore malheureusement de beaux jours devant lui comme légende. Ben, je pense que le propre du cliché, la nature même du cliché, c'est qu'il a la vie dure. Oh, oui. Effectivement, il y a cette question qui est posée souvent et que j'aborde. Mais en fait, on se pose toujours la question de l'origine de la cornemuse et on ne se pose jamais la question de l'origine du tambour ou de l'origine de la flûte, par exemple. Mais de la cornemuse, c'est une question récurrente. Et il faut accepter le fait que c'est un instrument qui est très, très ancien. On a des sources qui ont au moins 2000 ans.
eh ben, il faut accepter que on ne peut pas définir qui a un jour imaginé d'utiliser ou de créer un instrument comme ça. Bien sûr. Par contre, il est là, il existe entre 100 et 150 variantes, donc il est extrêmement présent pendant des siècles. Et on peut, à mon avis, très, très bien se satisfaire de ça. Et en fait, cette histoire d'attribuer une origine, c'est qu'on essaye aussi très souvent de dire, mais en fait, les origines de la cornemuse, on l'entendra très souvent, est en Écosse, alors que l'instrument n'apparaît pas là-bas avant le XIVe siècle, Ah et oui. que Néron en jouait déjà 1400 ans plus tôt. Mais on en revient toujours au même cliché. Mais on parlait du côté régionaliste tout à l'heure au début de cet entretien. Alors, forcément, ça existe parce que la cornemuse, après une certaine déchéance lors de la révolution industrielle et du XXe siècle, est restée conservée dans des traditions, à des endroits bien particuliers et a disparu dans d'autres. Ce qui induit évidemment cette idée de la cornemuse asturienne, la cornemuse portugaise. En réalité, au départ, il s'agit d'un même instrument qui a la même organologie, le même archétype, mais dont les techniques de jeu peuvent varier, même les doigtés et autres éléments d'une région à l'autre, puisque en fait, entre euh, je ne sais pas, la Baixa au Portugal et les Asturies, il y a quand même quelques centaines de kilomètres, et des montagnes, et effectivement, ça induit des traditions, des langages différents. Mais la cornemuse est un instrument protéiforme, mais qui est quand même aussi polyglotte, il utilise des langages musicaux différents. Voilà, donc ça c'est important aussi de pouvoir dire, vous savez, la cornemuse, dans les cornemuses polonaises ou tchèques ou slovaques, en fait, très souvent, il y a des instruments qui sont transfrontaliers, parce que, et souvent aussi les langages sont transfrontaliers. Bien sûr. Les frontières ont été créées avec un arbitraire et des compromis historiques, mais la musique n'en tient pas nécessairement compte. Oui, effectivement. Alors, sinon, le livre, donc, comme on l'a vu, donc mélange iconographie, histoire, réflexion sur la technique, réflexion sur le son. Et comment est-ce que tu as fait au cours de la rédaction pour garder un cap sans tomber un petit peu dans la rêverie, je dirais? Ah, il a fallu me faire relire régulièrement par des personnes compétentes, hein. Je pense par exemple à Marie-Barbara Le Gonidec au niveau de l'organologie, qui est très compétente dans la matière et qui m'a donné des conseils et qui m'a dit, voilà, ça c'est une bonne idée, ça j'aime moins. Donc c'est important. Le fait aussi de faire un doctorat m'a poussé dans une direction académique où la rigueur s'impose. Donc, je sais que la cornemuse est pour beaucoup d'entre nous un instrument assez onirique. La plupart du temps, on s'est mis à en jouer parce qu'on en rêvait. Et puis, à un moment donné, il faut se dire qu'en fait, parfois, la réalité est plus belle que le rêve et qu'on peut trouver des choses tout à fait intéressantes. Et là, ça devient encore plus passionnant. Hmm. Ah, du coup, si par exemple un jeune de, on va dire, c'est par là que j'ai commencé, vers 12 ans, ou peut-être 12 à 15 ans, tombe sur ton livre dans une médiathèque ou chez ses parents, qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse après l'avoir lu? Euh, D'abord qu'il ait commencé à le lire, parce que c'est un bel objet, mais ses dimensions et son poids, je dis, bon, on ne va pas finir ça ce soir. Bien sûr. Euh, hein. Je dirais que je me suis efforcé quand même d'utiliser un langage assez généraliste, parce que c'est un ouvrage de synthèse, donc je donne toujours la possibilité dans la bibliographie et dans mes notes d'aller voir chez les gens qui ont travaillé sur le sujet en profondeur, un petit peu partout. Euh, voilà. Personnellement, j'ai creusé assez bien le sujet de la musette, le sujet des cornemuses qui sont jouées en Belgique. J'ai étudié la cornemuse écossaise à mes débuts, les cornemuses du centre-France, la musique bretonne, la musique macédonienne. Bon, c'est clair qu'il y a des tas de musiques que je n'ai jamais pratiquées et il y en a d'autres que j'ai pratiquées intensivement, comme par exemple la gaïta galicienne, parce qu'on m'a demandé un jour d'être professeur du centre galicien de Bruxelles. Alors j'avais une gaïta, j'en jouais, je n'étais pas vraiment spécialiste, mais ils ont dit oui, mais enfin, tu es un professionnel, tu peux nous apporter un regard et une rigueur que nous n'avons pas. Mhm. Alors ce que j'ai dû faire en toute modestie, c'est de connaître des gens en Galice qui travaillaient, des musiciens traditionnels, acquérir les compétences pour pouvoir enseigner quelque chose de cohérent à mes étudiants galiciens à Bruxelles.
Donc c'était un travail de recherche qui était imposé par rapport à des demandes. Et euh, bon, voilà, j'espère répondre à plus ou moins à ta question, mais je pense que euh, ce qui est bien, c'est qu'en consultant cet ouvrage, quelqu'un qui s'intéresse à la cornemuse, soit parce qu'il est dans la musicologie, par exemple, soit parce qu'il a envie d'en jouer, ben, ait un regard sur cet instrument quand même assez large. Donc, par exemple, j'explique en fait à peu près toutes les techniques de jeu des cornemuses. Et à partir de ça, d'ailleurs c'était l'objet de mon doctorat, c'est dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces techniques de jeu toutes particulières qu'on ne retrouve sur aucun autre instrument, à partir du moment où on veut faire de la musique avec une cornemuse. Donc, personnellement, quand j'utilise ces techniques dans mes compositions, parce que ça m'arrive de composer des mélodies, eh bien, selon la couleur que je veux donner à une phrase, en la répétant ou ne la répétant pas, je vais utiliser des techniques de jeu différentes. Si je veux un jeu moelleux, bien je vais travailler en levant les doigts lentement, je vais faire glisser les doigts sur les trous. Et si je veux un jeu avec plus de relief, eh bien, je vais par exemple carrément utiliser des techniques d'ornementation écossaise. Là, on a deux choses qui s'opposent, donc ce sont des coloris différents. Donc, quand on a acquis toutes ces techniques de cornemuse, on enrichit quand même sa palette d'instrumentistes. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut demander aux débutants, mais je constate que, par exemple, par rapport aux cornemuseurs écossais que j'ai connus dans les années 60 et 70, et qui travaillaient la musique écossaise avec un jeu rigoureux, 9 notes, pas de glissando, pas de vibrato, eh bien, le dernier concert, il y a quelques jours où j'entendais Fred Morrison, il utilisait le glissando et le vibrato. Pourquoi? Parce que il a entendu d'autres joueurs de cornemuse qui utilisaient ça, et il a trouvé que finalement, c'était pas si mal sur la cornemuse écossaise et que ça donnait un rendu. Mais je dirais que s'il avait fait ça à un concours, s'il avait utilisé ce genre d'artifice à un concours dans les années 60 et 70, il aurait été éliminé immédiatement. Maintenant, peut-être que c'est accepté, mais bon, il y a une tradition qui est peut-être parfois rigide. Et puis, il y a la liberté que choisit le musicien quand il a un instrument dans les mains, c'est pour faire de la musique et pas uniquement pour faire du copier-coller de ce qui s'est fait jusque-là. Hmm. Alors derrière toi, on voit une belle musette baroque. Qu'est-ce que justement cet instrument, quand tu l'as découvert, a changé sur ta vision de la cornemuse? Et à quel moment tu as découvert la musette baroque? Alors, d'abord, lors d'une exposition formidable à Gand, en 1968, si je ne me trompe, et où il y avait des cornemuses d'un peu tous les musées du monde. Donc là, pour moi, c'était le paradis. Je suis resté 2 jours dans cette exposition. Il y avait d'ailleurs un couple de sonneurs bretons, Philouz et Blanchard, que Ah, j'ai Philose. rencontré là-bas. Et pas n'importe qui. Non. Bon, Et j'ai découvert le biniou traditionnel d'ailleurs, puisqu'à l'époque, je jouais avec mon frère en couple musique bretonne sur Bombard et Biniou Brass. Et puis, ben, c'est là que j'ai vu la musette baroque, c'est là que j'ai vu pour la première fois la muchosa, cornemuse de Belgique, et bien d'autres instruments. Et de là est né le rêve assez fou, mais pas si fou que ça, de dire, mais en fait, je voudrais un jour faire mon métier, de jouer différents modèles de cornemuse avec le répertoire de l'instrument. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Ça a pris du temps pour que je puisse un jour monter sur scène avec ce concept. Mais la musette baroque faisait partie de cela. En fait, je m'intéressais déjà depuis très jeune à la musique baroque. J'adorais écouter Bach, j'adorais écouter Vivaldi ou Telemann. Et d'ailleurs, même, je m'essayais de jouer ce genre de trucs sur la cornemuse écossaise, par exemple. Parfois, ça fonctionne parce que c'est dans l'orbitus. Mais avec la musette, j'ai découvert qu'il y avait un instrument qui servait à jouer cette musique-là. Et qui plus est, c'est un instrument avec un répertoire extrêmement abondant, puisque c'est pratiquement, avec le pibroch, la musique pour la musette baroque est pratiquement la seule musique de cornemuse écrite dans l'histoire. Puisque presque tout le répertoire qui se joue à la cornemuse, c'est la musique de danse qu'on peut jouer sur d'autres instruments, la musique vocale qu'on peut chanter ou jouer sur aux instruments. Par contre, la musette a un répertoire spécifique énorme, qui va du concerto avec orchestre jusqu'à la scène de l'opéra. Et là, ça m'amenait dans une dimension tout à fait différente de celle de la musique traditionnelle, du bal folk ou du fechnos. Et je dois dire que bon, ça m'a demandé beaucoup de travail, parce qu'il ne suffisait pas d'acquérir un instrument, ce qui n'était pas facile, c'était de trouver quelqu'un pour le remettre en état ou en faire une copie. Il fallait apprendre à lire, à écrire, à lire la musique aussi, étudier
le langage musical de l'époque qui n'est pas le même que celui de la musique contemporaine. Et ça a été beaucoup de travail, mais ça m'a offert aussi toute une carrière qui était tout à fait insoupçonnée, puisque après avoir joué pour accompagner des groupes de danse folklorique, je me suis retrouvé quand même sur la scène de l'Opéra de Paris. J'ai joué avec les plus grands orchestres grâce à la musette baroque. Donc c'est un instrument qui m'a permis de faire une carrière nettement plus, euh, pour dire, carrément prestigieuse que ce que pouvaient m'offrir d'autres instruments de la même famille. Alors, disons que moi j'aime bien la musette, j'aime bien en jouer, et j'aime tout autant jouer sur une autre cornemuse. C'est un autre plaisir. Il n'y a pas pour moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une hiérarchie dans les instruments. Par contre, dans l'organologie des cornemuses, il y a trois générations. Il y a les instruments très simples du début, c'est des tubes de roseau assemblés à des vessies, des peaux d'animaux. Et puis, il y a l'étape suivante où on commence à tourner des tuyaux en bois et on ajoute des tuyaux et on commence à faire des poches découpées selon un patron ergonomique, d'abord dans du cuir, puis dans d'autres matériaux dans lesquels on peut espérer avoir d'autres avantages. Et puis, les cornemuses de troisième génération, où il y a encore plus de tuyaux, elles sont gonflées avec un soufflet et il y a plein de clés partout. Le premier aérophone en Europe qui se retrouve avec tout un système de clés aussi compliqué, eh bien, c'est la cornemuse et ce n'est pas la flûte bœuf. 150 ans avant la flûte bœuf, on a déjà des cornemuses qui sont pleines de clés. Donc, mais bon, ça ne facilite pas nécessairement le jeu, mais ça offre d'autres perspectives. Et il y a des choses qu'on sait faire sur une cornemuse avec un tuyau mélodique à perce conique qui ne rendront pas sur un tuyau cylindrique, par exemple. Et l'inverse est tout aussi vrai. Donc pour moi, le fait de jouer de plusieurs cornemuses, eh bien, c'est varier les plaisirs de la vie. Mais je pense que plus ça va, plus à l'heure actuelle, un grand nombre de sonneurs, peut-être en dehors des sonneurs de cornemuse écossaises qui restent très attachés à leur cornemuse, un petit peu de difficulté, mais j'ai l'impression que beaucoup de sonneurs de cornemuse à l'heure actuelle s'essayent à différents autres sacs. Voilà, qui ne gardent pas que leur même cornemuse de départ. C'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Voilà. Ben, je pense qu'ils ont raison. Par contre, il faut bien se dire que chaque fois qu'on prend un instrument différent, ben, il faut quand même, il y a souvent des nouveaux doigtés, il va falloir. Mais j'espère, par exemple, avec cet ouvrage de synthèse, un petit peu ouvrir des fenêtres pour ceux qui ont envie de pratiquer un type de cornemuse différent. Par exemple, si on a envie de jouer de la veuse et si on a envie de jouer de la bourre, des landes de Gascogne, et bien là, on a affaire à deux instruments très très différents, avec des doigtés différents, des techniques différentes. Donc, ce sont d'autres plaisirs. Mais si on veut bien faire les choses, eh ben, je dirais que c'est important d'acquérir un minimum de connaissances au départ, de manière à ne pas se perdre en chemin, quoi. Et est-ce que toi-même, pendant la rédaction du livre, tu as découvert tardivement alors de cornemuse que tu ne connaissais pas encore? Oui, pour moi, la plus belle découverte, la plus belle surprise, c'est le fagotus, qui est un instrument disparu, mais qui est une cornemuse qui fonctionne, qui a été fabriquée, pour être précis, au début du XVIe siècle en Italie. Alors, on en retrouve de l'iconographie, on en retrouve, comment dire, des descriptions dans des traités. C'est très intéressant de savoir que cet instrument était bimélodique, il y avait deux tuyaux mélodiques, ce qui apparaît clairement dans l'iconographie, et qu'il avait des anges en métal, une en bronze et une en argent. Ah bon, on dit, ben oui, il y a moyen de faire des anges simples avec une lamelle en bronze et une lamelle en argent, ça se fait. En Tchéquie, par exemple, il y a des cornemuses, il y a beaucoup de cornemuses de Doudi qui fonctionnent avec des lamelles en métal. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'interpellait, c'est que dans la description, plusieurs fois, on dit, ah oui, et le son de l'instrument peut être extrêmement doux, il peut s'amplifier, il peut revenir à quelque chose de très doux. Et je dis, bon, il n'y a aucune ange de cornemuse, aucune cornemuse qui sait faire ça. Alors, la découverte, c'était un instrument chinois qui s'appelle le hulusi, qui est Oui. un aérophone qui ressemble un petit peu à, comment dire, à la clarinette des charmeurs de serpents dans le Rajasthan. Mais extérieurement, ça ressemble à ça, mais intérieurement, c'est tout à fait autre chose. C'est un instrument qui fonctionne avec des anches libres comme un accordéon. Et pendant toute ma vie, jusque-là, je pensais que si on n'avait pas utilisé ce principe sur un tuyau mélodique,
C'est parce que ça ne pouvait pas fonctionner et que c'est pour ça qu'on utilisait les anges libres en batterie de tailles différentes et actionnés par un système de soupape en réalité. Mais non. Donc il y a deux instruments en Chine qui fonctionnent, des aérophones, des tuyaux mélodiques qui fonctionnent avec des anges libres. Il y a le baon et le hulusi. Et ce que je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce que ça donnerait si je monte un hulusi sur ma cornemuse à souffler? Donc j'ai fait un petit montage et effectivement, j'avais une cornemuse qui pouvait donner des nuances exactement comme le fait le fagotus. Alors, histoire d'avoir quand même un peu de soutien dans mes élucubrations, j'avais heureusement, comme promoteur de ma thèse, euh, Monsieur Verdun, qui, lui, est spécialiste de l'harmonium. Donc, il a réhabilité l'harmonium dans la musique de chambre pour jouer en duo avec du piano, de la musique de César Franck, etc. Et je lui dis, mais écoute, qu'est-ce que tu en penses? Un ange libre a fonctionné en Occident, c'est une cornemuse. Voilà, ça c'était une belle découverte. Et Mhm. ça veut dire qu'en réalité, cette expérience est tout à fait reproductible. Le système de l'ange libre sur tuyau mélodique existe, ça fonctionne très très bien. Et si quelqu'un a envie de refaire une cornemuse utilisant ce principe, eh bien, il aura un instrument tout à fait intéressant, qui me paraît plus intéressant que d'utiliser des simulateurs de cornemuse électronique, hein, qu'on appelle cornemuse électronique, mais en fait, ce ne sont pas des cornemuses, ce sont des simulateurs. Ça me paraît plus intéressant comme démarche et plus dans l'esprit de l'instrument que d'utiliser de l'électronique. Alors, il y avait, je crois, dans la revue de Chanters de 2013, de 2023, pardon, où il y a eu un article justement qui parlait du fagotus, et on voit que, une pièce tournée, une pièce montée d'une cornemuse. Alors, je ne sais pas s'il y a des exemples sonores qui peuvent exister, mais en parlant d'exemples sonores, ce dont on n'a pas encore parlé pour le livre, c'est qu'il est accompagné de deux disques, De deux DVD, hein, exactement, oui. de deux Alors, DVD. Ouais. oui, il y a donc un DVD qui parle du répertoire historique, qui donne des exemples donc de musique médiévale, de polyphonie médiévale, d'opéra, de concerto, par exemple pour différents types de cornemuse, et qui explique aussi les techniques de jeu avec des démonstrations. Et alors, il y a aussi un second DVD avec une galerie de portraits vidéo de cornemuses, donc des cornemuseurs que j'ai filmés un petit peu partout. Il y en a une centaine aussi. Voilà. En fait, au total, je crois, si je me souviens bien, ça fait 5 heures et demie de vidéos sur les cornemuses qui sont ajoutées au livre. Ah oui, ça fait un certain nombre quand même. Ça, le format Oui, DVD permet quand même de placer beaucoup de choses, donc c'est formidable. Donc ça... voilà. Alors, je pense qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai eu la chance que ce livre soit publié par la Cobraise et la malchance d'apprendre que la Cobraise, en fait, cessait ses activités. Et ce qui fait que bon, l'ouvrage a été imprimé à 2000 exemplaires, dont 1500 ont été vendus au cours des ans. Donc l'apparition était en 2014. Et grâce à l'aide de Luc Monod, qui est un de nos amis cornemuseurs que tu connais bien, je pense, Oui, oui, oui. eh bien, on a pu trouver ce qui restait du stock. Donc maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés par cet ouvrage dans sa version française, eh bien, on peut encore acquérir en France, chez Luc Monod, en fait, Alors, en quelques fait, ouvrages. si vous voulez acquérir l'ouvrage, je vais mettre en description des liens pour pouvoir charger des bons de commande, que pour aller en fait commander directement auprès de Luc Mono. Donc je me suis chargé via la chaîne Souffle d'autrefois de centraliser les commandes. Et donc vous pourrez acquérir le livre, on est peu de temps avant Noël, pour un prix vraiment très raisonnable. Grâce à Luc Mono, donc, qui a pu récupérer tout le stock à la Coop Braze. Voilà. Oui. Alors, le livre a quand même un avenir, parce que on dit à toute chose malheur est bon, j'y crois pas trop, mais parfois c'est vrai. Je dirais que la Cobresse s'est toujours refusé de publier le livre en anglais. Alors maintenant, comme je peux récupérer évidemment l'intégralité de mes droits, donc en fait, on travaille pour le moment à la version anglaise du livre qu'on espère pouvoir sortir en fait l'année prochaine. Et ce sera évidemment, il se présentera d'une manière quelque peu différente, puisque par exemple, on pourrait utiliser dans ce cas-là des éléments comme les codes QR et des choses comme ça, plutôt que des DVD.
ça allège un petit peu la technologie. Mais enfin, tout ça est encore en train d'être élaboré. Voilà, il y a encore pas Et, mal de travail à faire. et si jamais il y a donc une édition anglaise, tu penses que tu modifierais des choses dans l'ouvrage ou tu le garderais comme ça? Il y a des petites choses à changer parce que je ne pense pas changer le concept de l'ouvrage, mais la recherche a avancé entre-temps. Donc, par exemple, il y a une cornemuse qui est conservée au Musée des instruments de musique de Bruxelles. Alors, on ne savait pas très bien si c'était une Muchosa ou si c'était un Pipasso, quelque chose comme ça. En fait, Remy Dubois a fait une étude approfondie sur le sujet et on sait que cet instrument, en fait, avait déjà été restauré à l'époque par Jacques Laudy. Et effectivement, l'instrument porte une signature et il vient de l'Allier. Donc maintenant, dans ma liste des instruments, en fait, la cornemuse est représentée. Il n'y aura pas un point d'interrogation, mais il y aura effectivement l'origine de l'instrument. D'accord. Voilà, il y a quelques petites remarques aussi. Par exemple, on m'a dit, ben voilà, sur la boîte, tu représentes la cornemuse avec un tuyau mélodique à six trous, alors que les originaux en ont cinq. En fait, je présente les deux. Eh bien, effectivement, c'est un petit détail que je spécifierai quand je mentionne cet instrument. Ce sont des petites choses comme ça, mais fondamentalement, le concept reste le même. Alors là, tu viens de parler de la Muchosa Pipasso. Alors il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo présentant un spécimen de Muchosa. Et c'est vrai que, bah, comme je l'ai dit, je suis pas forcément spécialiste de cette cornemuse en particulier, mais il me tenait à cœur de pouvoir présenter cet instrument. Et c'est vrai que donc j'ai eu quelques commentaires qui permettent de faire avancer les choses et où on m'a demandé un petit peu de reprendre des choses au niveau historique sur l'instrument. Et c'est vrai que on va profiter que tu sois là pour un petit peu nous faire part de quelques remarques sur cette vidéo que j'ai publiée en direct. Si tu veux améliorer un petit peu le contenu de ce que j'ai pu en dire, avant de pouvoir, on en a déjà parlé, avant de pouvoir faire peut-être un entretien un petit peu entièrement consacré à la Muchosa, mais prendre le moment présent un petit peu pour revenir sur cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Euh, oui, alors le commentaire que j'avais émis, c'était que l'instrument que tu montres, en fait, n'est pas vraiment une copie des trois instruments qui se trouvent au musée. Alors, je ne sais pas qui a rédigé le plan, je crois savoir qui, il y a déjà très longtemps, avait rédigé un plan, d'ailleurs, que Remy Dubois avait utilisé quand on travaillait ensemble sur ce type d'instrument. Et ça présente quand même des différences notoires par rapport aux trois instruments conservés. Alors, il faut dire que les trois Muchosa conservées, elles sont toutes différentes. Ça n'a rien d'anormal. Je reviens d'Asturie et j'ai vu une collection de la dynastie des facteurs de Cogollu qui ont fait d'excellentes gaïtas qui marchent toutes très bien et on en trouve rarement deux les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est assez logique, d'autant plus qu'à cette époque-là, on ne cherchait pas à rejoindre un diapason, on essayait de faire un instrument qui sonne. Voilà, donc c'était une question de timbre et puis c'est tout. Donc, la première caractéristique, c'est qu'effectivement, les Muchosa anciens n'ont pas un seul doigté ouvert, même si celui-ci peut servir dans certains cas. C'est un instrument qui offre presque une infinité de doigtés différents, et ce qui donne des perspectives très intéressantes au niveau des coloris. Donc, je dirais qu'on n'utilisera pas le doigté fermé comme sur la musette ou sur la bois ou la dudie tchèque, mais on peut utiliser toutes sortes de doigtés avec des doigtés qu'on peut retrouver sur les instruments de la Renaissance, le doigté ouvert dans certains cas. Et un doigté ouvert, par exemple, donne l'avantage d'un son très brillant, et les doigtés plus ou moins couverts donnent plus de douceur et donnent d'autres couleurs au timbre. Ça, c'est la première chose. Donc, le trou de pouce qu'on voit pour la main du bas sur l'instrument, donc ça, c'est quelque chose qui est apparu en 1976 sur les cornemuses de modèle blanc du bois, qui ne permettait pas de jouer la tierce mineure avec un doigté de fourche. Et puisque cette note était devenue manquante dans la gamme, j'ai eu l'idée, qui m'a d'ailleurs été vivement reprochée par Bernard et Remy, de faire un trou supplémentaire, mais qui a fait œuvre utile, évidemment, il existe sur beaucoup d'instruments. Mais la Muchosa, en réalité, peut jouer parfaitement l'ennemi-ton de la gamme en utilisant des doigtés de fourche Ah oui, et oui. des doigtés de substitution. Voilà. Donc il y a ça. Alors le timbre est fort différent.
Pourquoi? Bien parce que, bon, Rémy Dubois, par exemple, a fait une infinité de recherches à une certaine époque sur ces trois instruments. J'ai pu essayer tous les prototypes qu'il avait faits, en fait toutes les copies qu'il avait faites, et tous les prototypes d'anges, parce que les anges d'origine ne sont pas conservés. Ouais. Alors, c'est pas facile parce que justement le pli d'ange est assez large. Alors, ça permet beaucoup d'options. Et beaucoup ont été essayés de, par exemple, une ange sans tube. Simplement deux lamelles liées l'une à l'autre, et ça donnait des résultats assez intéressants, mais très surprenants, puisque j'arrivais avec ça à sortir 2 octaves de cet instrument. Ah oui. Et oui, mais ça n'avait pas la sonorité la plus intéressante. Hmm. Et par contre, avec un ambitus nettement moindre, on arrivait à faire beaucoup d'autres choses. Donc, il y a des choix qu'on peut faire en jouant de la cornemuse. Si on veut un grand ambitus, c'est au prix généralement de la sonorité. On perd en sonorité. Hmm. Par contre, on va gagner en ambitus. Par contre, si on prend un instrument avec un ambitus plus étroit, on va avoir un timbre beaucoup plus riche. Alors, il faut se dire, est-ce qu'on a besoin de jouer toujours sur 2 octaves? Alors, si on regarde le répertoire historique, eh bien, pendant très longtemps, on avait assez avec une quinte ou une sixte. Hein. Il n'y avait pas nécessairement besoin de chercher plus loin. Il y avait une octave ou une neuvième, on avait largement assez. Et ce qui fait que sur la cornemuse des Highlands, qui est quand même un instrument très joué, on ne cherche pas nécessairement à ajouter des notes. Mais par contre, on a un timbre qu'on tient à respecter à tout prix. Voilà, donc la Muchosa, c'était un petit peu un chantier de recherche pour savoir, mais qu'est-ce qu'on faisait avec ces instruments? Parce qu'on n'a pratiquement pas retrouvé de répertoire des musiciens qui pratiquaient cet instrument. Par contre, je me suis efforcé de jouer le répertoire un peu de la région et de différentes époques, et là, on arrive à des résultats tout à fait probants. Donc, je sais pas, par exemple aussi, j'ai pu jouer quelques pièces, même, je peux dire, de haute virtuosité sur cet instrument qu'on considérait comme un objet très fruste et très maladroit. J'ai pu jouer, par exemple, sur le disque Christmas in Belgium, de très beaux Noëls accompagnés à l'orgue avec cet instrument. C'est une sonnerie absolument magnifique. Voilà, donc la Michosa, en fait, la Michosa a souffert de la tonalité sol-do. Il n'y a pas de Michosa dans cette tonalité, Ouais. et c'est la tonalité imposée par la vieille roue pour faire des accordéons en sol-do et des cornemuses en sol-do. Et des Et ce qui fait accordéons. que, oui, 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 et même les accordéons ont dû se plier aux volontés de Madame Lavielle, ce qui a permis d'ailleurs de faire plein de choses, et on s'amusera encore beaucoup en trio. Mais c'est le fait que des instruments extrêmement intéressants qu'on devait vraiment découvrir comme la Muchosa ont été rangés parce qu'ils étaient en si bémol, mi bémol. Hmm. Et qu'on n'en a pas voulu s'en servir pour jouer par exemple avec les cuivres, alors que ça aurait très bien marché. Ouais. Alors, d'ailleurs, pour en revenir à la fabrication de la Muchosa que j'ai présentée, ben, il y a eu un gros revirement de situation. Entre les commentaires de certains me disant vous n'avez pas abordé telle chose, j'ai eu un autre commentaire beaucoup plus intéressant. Pas plus intéressant, non, mais un autre commentaire qui m'a piqué au vif. Parce que j'ai présenté cette cornemuse comme une fabrication de Daniel Dazinière, parce que c'est comme ça qu'elle m'avait été présentée lors de la vente de la collection de Daniel Dazinière. Mais il s'avère que quelqu'un s'est présenté à moi en me disant bonjour, je m'appelle Jocelyn de Bruyne et c'est moi qui ai fait faire cette cornemuse et qui l'ai vendue à Monsieur Dazinière. Et il s'avère que cette muse Chosa, en fait, a été faite par Harry De Kaiser. Et donc, c'est Oui, pas. oui, c'est un facteur que je connais. Oui, Voilà. Et donc, en fait, elle a pas. Entre ce qui m'a été dit et même avec les discussions que j'avais eues avec Monsieur Dazinière, eh bien, c'est pas du tout le cas. En fait, cette cornemuse a été faite par le facteur De Kaiser. Donc, je profite de ça pour rendre du coup à César ce qui est à César et à De Kaiser sa c'est le cas cornemuse. de le dire. Voilà. C'est le cas de le dire. Voilà. De Kaiser, c'est faut le Voilà. Et dire, à oui, De c'est Kaiser ça. sa cornemuse. Ah ben c'est très bien. Mais moi je comprends la démarche d'Harry parce que c'était très difficile de refaire des copies conformes de Muchosa. Euh, donc il fallait alors aussi les doigtés. C'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Je veux dire que en tant que cornemuseur expérimenté et qui joue sur 36 instruments avec 36 doigtés différents, moi-même j'ai dû quand même pas mal chercher pour trouver
là où les manières de pratiquer cet instrument. Donc, par contre, il y a toujours, bon, quand on joue de la cornemuse, on a maintenant le modèle blanc du bois, hein, que certains appellent l'Europipe, c'est un petit peu facile. Mais bon, c'est un instrument avec un doigté qui est clair, qui a des possibilités qui sont claires. Le deuxième trou de pouce, maintenant, il est accepté. Donc, il fallait faire une muchosa qui correspondait à la fois à des tonalités qui tournaient autour de si bémol, mais qui conservait des doigtés connus. Alors, j'ai un autre instrument comme ça dont je me sers encore assez bien et que je n'appelle pas Muchosa, mais qui est une cornemuse de modèle blanc du bois en si bémol et qui a exactement les mêmes ressources, mais qui a un peu la carrosserie de la Muchosa. En fait, c'est un peu ce que Harry de Keyser a fait dans son atelier. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que quand, comme je l'ai dit dans la présentation de la Muchosa, on a une autre cornemuse qui est extrêmement proche, en tout cas au niveau de sa pente d'alésage, c'est la chabrette. Oui. Voilà. Alors, c'est clair que, par exemple, le fait d'avoir un grand pavillon, hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas une perce conique régulière, on a deux ou trois cônes qui s'emboîtent les uns dans les autres, et surtout ce pavillon donne une couleur absolument magnifique à cet instrument, et ce qui le différencie tout de suite très fort d'instruments avec une perce conique régulière. Alors, ce qu'il y a aussi sur la Muchosa, euh, ben, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de clé, par exemple, il n'y a pas la fontanelle qui était caractéristique sur la chabrette. Et par contre, le petit doigt de la main du bas va boucher un trou qui est extrêmement proche du trou suivant, ce qui est tout à fait inhabituel. Donc ça veut dire que l'écart entre ce trou et les autres est beaucoup plus petit. Et ça, c'est tout à fait particulier également. Et évidemment, il faut être habitué à jouer avec un intervalle pareil parce que au départ, c'est très déroutant. Alors pour en revenir à Cornemuse, un infini sonore, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais revenir de son contenu? Quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder? Oh, bon, il y a 12 chapitres hein, qui traînent toutes sortes de sujets. Donc, le chapitre historique qui était intéressant, l'organologie, la typologie. Il y a des sujets moins vastes que j'ai abordés, mais qui ont leur importance, comme la sociologie, tous les clichés qu'on donne à la cornemuse. Il y a aussi les contre-vérités qu'on retrouve parfois dans certains ouvrages. Par exemple, le terme le plus ancien qu'on retrouve sur la cornemuse, c'est askoules, qui vient d'Askoulos en grec et qui paraît dans Martial, qui est un épigramme d'un poète qui vivait à l'époque de Néron. Alors, bon, on a utilisé un extrait de cela pour dire, donner des commentaires peu élogieux sur l'usage de la cornemuse à l'époque romaine. Par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai relu tout Martial. Et là, on arrive à d'autres conclusions. Par exemple, on dit, bah, écoutez, il est impensable que le grand joueur de tibia, Canus, se soit abaissé à jouer de la cornemuse. Bon, je m'aperçois que Canus est très déprécié justement par Martial, et qu'en plus de ça, il déteste la tibia, puisqu'il dit, vous savez, le meilleur des festins, vous me demandez quel est le meilleur des festins, c'est celui où il n'y a pas de tibia. Donc, ça permet évidemment d'interpréter tout à fait différemment euh, cet épigramme qui est toujours cité et qui paraît déjà dans Anthony Baines, hein, Backpipe, qui est un livre d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré pour réaliser celui-ci, puisque Anthony Baines disait, vous savez, moi je fais le catalogue d'une petite collection d'instruments musicaux à Oxford, et ce serait bien que quelqu'un fasse un ouvrage plus approfondi, plus large sur les cornemuses, parce que c'est une matière qui en vaut la peine. Donc c'est ce que je me suis efforcé de faire. Donc voilà, je pense que ça c'est intéressant. Il y a aussi des sources qui sont discutables, par exemple la monnaie qui date du temps de Néron et qui montre une cornemuse et un orgue. Bon, c'est un croquis qui date du XVIIIe siècle, si je ne me trompe. Et j'ai demandé un petit peu à toutes les collections de musées de numismatique s'ils connaissaient cette monnaie. Elle est inconnue au régiment et dans toutes les collections. Donc voilà, ce sont des sources que j'ai revisitées. C'est intéressant de savoir ça parce que ça permet, quand on relit d'autres ouvrages, de se dire, ben oui, en fait, Vanès, il a quand même été poussé les recherches plus loin et on sait maintenant de quoi il s'agit. Voilà, Et, euh, ça me plairait. et avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots assez brefs, avec tout ce qu'on a dit, on sait maintenant, pourquoi avoir choisi comme sous-titre un infini sonore?
en quelques mots. Parce que je pense que c'est le rêve du son continu. C'est un infini sonore. Il faut se dire que la Terre est ronde et que des joueurs de cornemuse, il y en a sur tous les continents et qu'il y en a toujours bien à un moment donné qui commence à jouer. Et ça veut dire que il y a tout le temps quelque part une cornemuse qui sonne. Ça, c'est une image qui est possible, mais aussi un infini sonore par la grande variété et aussi par sa présence très étendue dans l'histoire de la musique occidentale, notamment, et pas rien qu'occidentale. Ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre, d'être venu nous voir sur la chaîne Souffle d'autrefois, pour nous présenter un petit peu plus cet ouvrage. Et bien, j'invite ceux qui le souhaitent à se procurer l'ouvrage, se rendre dans la description de la vidéo pour pouvoir charger les bons de commande en fait que je vais centraliser pour Luc Monod pour lui simplifier la tâche parce que c'est vrai que Luc fait tout ce travail d'aller rechercher le stock invendu chez Cobraze avant que ça passe au pilon. Voilà, donc si vous voulez à votre tour sauver un petit peu de ce stock, et puis surtout faire plaisir avant Noël avec un ouvrage, ma foi, très joli, eh bien n'hésitez pas en tout cas. Et donc, eh bien, on va maintenant vous dire à une prochaine fois. On espère pouvoir retrouver Jean-Pierre dans d'autres entretiens. Pour aborder d'autres choses. Et puis, on a déjà parlé ensemble d'un entretien spécial Muchosa et avec, on espère, d'autres intervenants, hein. On peut faire une petite table ronde. Une petite table ronde YouTube autour de la Muchosa, voilà. Eh bien, à très bientôt. Au revoir. Au revoir et bonne continuation, Dominique. Merci Jean-Pierre.